Bienvenue sur Cyber Security Learning. Aujourd'hui, on explore ensemble l'avenir fascinant mais aussi un peu inquiétant de la cybersécurité. On va essayer de voir ce qui nous attend à l'horizon 2030. C'est vrai que le monde change à une vitesse assez folle, de manière exponentielle. Ça touche tout. La société, la techno, l'économie. C'est une accélération qui est massive, globale et qui va de plus en plus vite. Exactement. C'est une très bonne façon de le dire. Parfois, on entend le terme VUCA max. Je ne sais pas si ça parle. Volatile, incertain, uncertain en anglais, complexe, ambigu. Mais avec ce max en plus pour massif, accéléré et exponentiel. Et au cœur de tout ça, difficile de passer à côté de l'intelligence artificielle, l'IA. Ah oui, l'IA. C'est clair que ce n'est plus de la science-fiction, hein. On voit qu'elle conçoit déjà des moteurs de fusée, qu'elle aide à trouver des vaccins en quelques minutes, elle écrit du code, elle dessine même des pièces d'avion, genre pour l'Airbus A320. Sa capacité d'apprentissage, elle nous dépasse largement en fait. Et c'est bien là tout le paradoxe, pour la sécurité. Prenez des outils comme ChatGPT. Ils ont des capacités verbales assez bluffantes. On a mesuré un QI verbal autour de 155 et une connaissance générale immense. Donc ce sont des outils géniaux pour innover. Mais voilà, si on arrive à contourner leurs garde-fous, ils peuvent tout aussi bien expliquer comment créer un malware ou planifier une attaque. Je vois. Et j'imagine que le danger est encore plus grand avec des IA qui sont entraînées spécifiquement sur le dark web. J'ai entendu parler de FraudGPT ou DarkBERT. Absolument. Celles-là, elles n'ont aucune restriction éthique par conception. C'est fait pour. Et on voit aussi apparaître ce qu'on appelle des agents IA. C'est assez nouveau. Ce sont des systèmes d'IA qui peuvent collaborer entre eux. Parfois, ils inventent même leur propre langage, qu'on ne comprend pas forcément, ce qui rend la supervision très, très compliquée. Collaborer entre eux pour faire quoi, par exemple? Il y a eu des démonstrations assez parlantes où des agents IA ont réussi à créer une entreprise de A à Z en quelques minutes, pour un coût ridicule, genre quelques dollars. Ah oui, quand même. Oui. Et ça nous amène à la perspective de l'intelligence artificielle générale, l'AGI. C'est l'IA qui dépasserait l'humain dans quasiment toutes les tâches qui ont une valeur économique. Certains experts la voient arriver d'ici 2028-2030. Ça soulève d'énormes questions, évidemment. C'est clair. Et ces capacités de l'IA, j'imagine qu'elles se traduisent déjà en menaces bien réelles aujourd'hui. On dit souvent que le coût pour lancer une cyberattaque tend vers zéro. Qu'est-ce qui fait que ça s'accélère maintenant particulièrement? C'est surtout la démocratisation des outils, justement grâce à l'IA. Plus besoin d'être un hacker super pointu. Des IA, même celles grand public, si on sait un peu les manipuler, elles peuvent générer du code malveillant ou donner des idées pour des attaques. Et puis, il y a toujours le problème de l'attribution. C'est très difficile de savoir qui est derrière une attaque. Donc, le risque pour l'attaquant reste faible et la récompense potentielle, elle, est énorme. D'accord. Et au-delà de juste créer des malwares plus facilement, est-ce qu'il y a de nouvelles formes d'attaques qui apparaissent? Oui, les tactiques évoluent. On commence à parler d'attaques contre les flux de travail agentiques. Agentique, c'est-à-dire? En gros, ça veut dire qu'on cible les processus automatisés que ces fameux agents IA utilisent pour faire leurs tâches. On essaye de les corrompre, de les détourner. Et puis, il y a les robots makers. Ça, c'est des systèmes de piratage qui sont entièrement autonomes. En laboratoire, ils montrent déjà des résultats assez inquiétants. On a vu des taux de succès de plus de 50% contre des vulnérabilités dites zero day, donc des failles inconnues. 53% sur des zero day. Ah oui, c'est significatif. C'est très significatif, même si c'est en labo. Ça montre le potentiel. Et il y a aussi tout l'impact des deepfakes, ces hyper-trucages vidéo ou audio. Ça aussi, ça devient une menace concrète, non? Tout à fait. On a vu des cas où des deepfakes ont été utilisés pour des entretiens d'embauche à distance. Le but, infiltrer une entreprise, par exemple, en plaçant quelqu'un au support IT. Malin et dangereux. Très. Et il y a eu aussi cette affaire chez Arup, une grosse boîte d'ingénierie. Un deepfake vidéo lors d'un appel a suffi pour convaincre un employé de faire un virement de plusieurs millions. C'est fou. Et sans oublier la menace qui plane avec l'informatique quantique. Exactement. La grosse crainte, c'est qu'un ordinateur quantique assez puissant, peut-être vers 2027-2030, les estimations varient, puisse casser les algorithmes de chiffrement qu'on utilise aujourd'hui, comme l'AES 256. Et on fait quoi alors? Alors, il y a des travaux en cours, notamment aux États-Unis avec le NIST, pour développer de nouveaux standards de chiffrement résistants au quantique, dit post-quantique. Mais bon, c'est un peu une course contre la montre. La recherche quantique avance vite aussi, y compris sur les moyens de, potentiellement, compromettre même les futures communications quantiques. Bon, face à tout ça, la défense, elle, doit coûter une fortune, j'imagine. Vous avez des exemples? Oui, l'exemple souvent cité, c'est celui de JP Morgan.
Ils rapportent qu'on traite, tenez-vous bien, 45 milliards de tentatives d'attaque par jour. 45 milliards Par jour. par jour. Leur budget sécurité, c'est 12 milliards de dollars par an. Et ils ont 65 000 personnes qui travaillent sur la sécurité. C'est juste énorme. C'est intenable pour 99% des entreprises, ça. C'est exactement ça. Ce modèle où chacun se défend dans son coin, il atteint clairement ses limites. Les attaquants, eux, ils sont coordonnés, ils sont rapides, souvent aidés par l'IA. Pour les entreprises qui essaient de suivre, c'est une charge financière et opérationnelle qui devient juste insoutenable. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire? Comment on peut inverser cette tendance? C'est quoi les pistes? La première chose, et c'est sans doute la plus importante, c'est la collaboration. Il faut absolument que les acteurs partagent l'information sur les menaces, partager les indicateurs de compromission, les nouvelles techniques d'attaque, les modes opératoires. Même entre concurrents, c'est ça qui peut renforcer la défense collective. Une sorte de front commun, quoi. C'est un peu l'idée, oui. Et l'autre levier indispensable, c'est d'utiliser la technologie pour se défendre. Donc, utiliser l'IA pour contrer les attaques menées par l'IA. Oui, précisément. L'IA peut être extrêmement efficace pour analyser des volumes gigantesques de données, repérer des signaux faibles qu'un humain ne verrait pas, et donc prédire des attaques avant qu'elles n'arrivent. Elle peut aussi automatiser beaucoup de tâches répétitives pour les équipes de sécurité, les SecOps. On parle de potentiellement doubler leur productivité. Ça permet de passer d'une défense qui réagit après coup à une défense qui anticipe. D'accord, donc collaboration et IA pour la défense. Et il y a aussi des moyens un peu plus offensifs ou créatifs de riposter. Vous parliez d'un FFT pour geler des fonds tout à l'heure. Oui, c'est une piste qui est explorée plus à titre expérimental pour l'instant, je pense. L'idée serait d'utiliser la technologie blockchain, via un NFT par exemple, pour exécuter une décision de justice et geler des actifs en crypto-monnaie liés à une escroquerie. C'est complexe techniquement et sur le plan juridique, c'est nouveau. Mais ça montre qu'on cherche des solutions innovantes, même pour la riposte. Intéressant. Et bien sûr, il y a le fameux Zero Trust. Ah oui, le Zero Trust. Le principe de base, c'est ne jamais faire confiance, toujours vérifier. Appliqué à qui? À quoi? Appliqué à tout. Plus seulement aux utilisateurs et à leurs appareils, les points de terminaison, mais aussi aux applications, aux flux de données et même de plus en plus aux IA elles-mêmes. La confiance par défaut, c'est fini. Il faut vérifier systématiquement qui demande quoi et si c'est légitime. D'accord. Bon, malgré ce tableau des menaces qui est quand même assez chargé, il faut dire aussi que la cybersécurité, c'est un secteur économique énorme, non? Ah oui, absolument. C'est un marché gigantesque. Les estimations parlent de presque 2 trillions de dollars d'ici 2026. 2 trillions? Oui. Et les besoins sont partout. Il y a des opportunités dans l'audit de la sécurité des IA, ça c'est nouveau et ça va exploser. Les tests d'intrusion classiques, le pentesting, ça reste crucial. Il y a aussi toute la partie formation, les simulations d'attaque pour entraîner les équipes des clients, ce qu'on appelle le wargaming. Les services managés de détection et réponse, les MDR, sont en plein boom. Et puis il y a l'assurance cyber. C'est un marché compliqué que les assureurs traditionnels ont parfois du mal à couvrir seuls. Donc il y a de la place pour de nouveaux acteurs ou de nouvelles approches. Donc beaucoup de défis, mais aussi beaucoup d'opportunités. Exactement. Au final, si on devait résumer le défi principal pour toutes les organisations, ce serait peut-être ça. Comment on fait pour combler l'écart de vitesse? D'un côté, on a des attaques qui évoluent à toute vitesse, souvent automatisées par l'IA, et de l'autre, on a des défenses qui sont souvent ralenties par les processus internes, les budgets, les validations humaines. Réduire ce décalage, c'est vraiment l'enjeu clé pour les années qui viennent. C'est là que la bataille va se jouer, en grande partie. Une vraie course contre la montre, donc. Merci beaucoup pour cet éclairage passionnant. Merci de nous avoir écoutés, de rajouter un like ainsi que vos commentaires et n'oubliez pas de vous abonner. À une prochaine vidéo.